puisque cette musique est une musique mondialisée qui est subie d'une certaine manière. Il y a du pour et du contre, mais moi, si tu veux, en tant que type qui a cessé d'être jeune, je me rends compte que je suis plus très au contact, tout ça, et que je ne sais pas si j'avais 20 ans aujourd'hui, je sais que quand j'avais 20 ans, je suis allé au festival du Castellet, qui est un des derniers festivals qui existait, de pop. Je m'y suis fait chier d'ailleurs, comme je me suis fait chier au concert, parce que j'aime pas quand il y a trop de monde, c'est là que j'ai découvert que j'aime pas quand il y a des gros rassemblements, tu vois, il y a toujours un truc intrinsèquement fasciste, quand des gens se retrouvent à beaucoup pour communier sur un truc, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la soumission, il y a de la messe, tu vois, et moi c'est toujours ce que j'ai dit, je trouvais qu'il y avait beaucoup de points communs entre les énormes concerts pop, tu vois, où tu as 200 000 mecs qui viennent aduler un type que tu vois en tout petit, entouré de services d'ordre avec des bergers allemands, c'est pas très loin des messes de Nuremberg, etc., tu vois, et moi personnellement j'aurais aimé ni l'un ni l'autre, je crois. Enfin, et je me suis fait très vite chier, autant j'ai aimé la pop musique sur une chaîne stéréo chez moi, autant je me suis fait chier au concert parce qu'il y avait ce côté groupie, ce côté mouvement soumission collective et ce côté horde, qui est toujours à côté. La horde a quelque chose d'intrinsèquement fasciste et je l'ai beaucoup constaté dans les mouvements de roller là. Quand tu vois des milliers de mecs en roller dans Paris, pour moi il y a quelque chose de pré-fasciste là-dedans. C'est confisquer l'espace urbain, c'est une violence. Oui, c'est une violence, c'est dire on confisque l'espace urbain et on vous emmerde et on est nombreux et on vous écrase. Et que la mairie de Paris, si tu veux, donne le droit à ces gens-là de confisquer l'espace urbain en dehors de toute loi et de toute tradition, je trouve ça profondément fasciste. Parce que tu ne peux pas accéder à la gare Montparnasse le vendredi soir, parce que c'est le rendez-vous des rollers, et tu as des milliers de mecs en roller. Moi j'ai rien contre les gens qui font du roller, mais pourquoi faut-il être 12 000 pour faire du roller? Quand il faut être 12 000 pour s'amuser, il y a déjà quelque chose d'intrinsèquement fasciste, tu vois. Moi, tu vois, comme disait Brassens, dès qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Et t'as qu'à voir un dîner de 20, les gens se mettent à être violents, à parler fort. Tu vois toujours les inhibés qui se mettent à être agressifs, alors qu'ils n'oseraient pas s'ils sont deux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables de faire des choses, même brutales, à 1. Et beaucoup de mépris pour ceux qui deviennent courageux dès qu'ils sont plus de 8. Vraiment, quand tu vois, moi j'ai vu une petite vieille avec sa valise essayer de rejoindre la gare Montparnasse pour avoir son train et se choper le flot des rollers en pleine gueule et aller jusqu'à pleurer. Ça, je l'ai vu, tu vois, un vendredi soir à la gare Montparnasse. Ça s'appelle du fascisme. Et je pense que et du fascisme habillé en plus de libertarisme. C'est un contresens absolu. Je pense qu'un mec qui, pour s'amuser, a besoin de se retrouver à 12 000 pour faire du patin à roulettes est un connard. C'est pas un citoyen, c'est pas un bon démocrate. C'est un mec qui forcément sera toujours fasciné par les hordes. Et là, ça sent derrière quoi? Le pogrom? Ça sent quoi? Ça sent les milices? Ça sent tout ça, tu vois? C'est tout. Ouais, après, il y a véritablement un défi ou juste le goût de l'instinct grégaire? C'est... La question de l'instinct grégaire, c'est ça. Est-ce que chaque personne qui intègre une milice communautaire assume comment dirais-je, le potentiel fasciste de la totalité? Non. Et c'est ça, là, toute la lâcheté de l'individu dans le collectif, c'est que lui-même n'est pas responsable, ça veut dire il endosse pas. Moi, j'endosse la responsabilité pleine et entière de tout ce que j'écris, moi tout seul, tu vois, et j'endosse aussi le danger de me faire ratonner par une milice de 35 mecs qui viennent, ce qui se passe. Un mec qui roule anonymement en roller au milieu de 10 000 personnes et qui empêche une vingtaine de pauvres gens d'aller prendre leur train le vendredi soir à Montparnasse, il n'est pas responsable. Mais il a ce petit plaisir, tu vois, de la horde. Tu vois. Donc c'est un lâche. C'est un fasciste lâche, tu vois, et ça, c'est la sociologie des masses, c'est la sociologie des foules, qui a très bien été faite dans les années 30. Et je mets le doigt dessus, c'est tout. Hein. Après, bon, c'est pas non plus, je demande pas l'interdiction des groupes de rollers, mais je demande qu'on fasse la sociologie jusqu'au bout de la horde et du phénomène roller, qui est un phénomène de horde, tu vois, hein, qui ne se réduit pas au plaisir de rouler en patin à roulettes. Et donc, moi j'avais fait une petite émission sur le thème de la démocratie, et les questions auxquelles on était amené à se poser, c'était à savoir est-ce que la démocratie représentative est une démocratie, et est-ce que la cinquième... La démocratie représentative, la démocratie, c'est la nôtre, c'est-à-dire élire des représentants qui sont censés défendre nos intérêts et qui rendent des comptes aux citoyens. Voilà, il y a une réponse simple, c'est fonctionnel. C'est quel rapport y a-t-il aujourd'hui entre comment dirais-je, le sentiment du peuple et la manière dont il s'exprime quand il vote dans le secret des urnes, et le message des médias, enfin de leurs représentants, qui sont effectivement les politiques professionnels et les élus, et puis ceux qui les accompagnent, parce qu'aujourd'hui c'est un binôme, les animateurs médiatiques, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est des animateurs politico-médiatiques. On le voit très bien sur le vote Front National par rapport aux commentaires sur le Front National, on le voit très bien sur la Constitution. Aujourd'hui, je pense que par un système de filtre très habile,
la démocratie représentative est devenue fort peu démocratique. Hein, on le voit très bien. Ouais, et après nous, enfin, j'avais été amené à penser que c'était peut-être aussi le système de 5e République qui avait amené cette apathie politique et cette décrépitude du crédit des politiques, dans le sens où toi qui a l'air d'aimer relativement De Gaulle, moi j'ai l'impression que le côté monarchique du président et la tête de turc du Premier ministre a discrédité toute la politique. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression que dans les autres pays européens, quand le chef du gouvernement fait quelque chose de mal, il sort. En France, c'est le Premier ministre fait quelque chose de mal, c'est lui qui saute et on garde la même ligne politique. Parce que, je sais pas si tu fais une sociologie de la 4e et de la 3e République, De Gaulle a créé la 5e République pour sortir de la sclérose parlementariste qui était, si tu veux, la loi des partis. Oui, enfin, qui était au niveau de, tu vois, de la non représentativité, de l'aspect, tu vois, tous les chansonniers, tous les antidémocrates, tous les démocrates antiparlementaires ont bien montré, si tu veux, le côté fantoche, la plaisanterie de la démocratie parlementaire de la 3e et 4e République. Donc le gaullisme s'est fait pour essayer de sortir de ça et qu'au moins il y a un pouvoir qui s'assume, un pouvoir plein et entier qui puisse conduire une politique pendant un certain temps, de façon un peu volontariste, etc. Donc au début, je pense que c'était plutôt pour essayer de redonner de la démocratie sans passer par une révolution. Hein. C'était ça en fait. La 5e République, c'était pour dire la 4e République marche pas, c'est-à-dire cette espèce de parlementarisme à la française marche plus, pour échapper à l'alternative qui serait la révolution bolchevique, en gros, parce que c'était les communistes en face, on va faire quelque chose qui s'appelait la 5e République. Maintenant, elle arrive au bout de sa logique, j'ai l'impression, mais de dire que ça serait la 5e République qui serait responsable de ça me paraît faux, puisque la 4e et la 3e République, c'était largement la même chose, hein, des élites illégitimes. Je ne sais pas si on fait une analyse sociologique sérieuse, on voit bien que les politiques se soucient plus, si tu veux, de plaire aux puissances d'argent et plus de plaire et de se constituer des réseaux, tu vois, et de plaire au pouvoir occulte, que de, comment dirais-je, que de rendre des comptes à leurs électeurs. Tu vois, ils se diront, les électeurs, on s'en arrangera après, avec les médias et la désinformation, et ils s'en arrangent. Tu vois, on voit très bien que ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que les politiques ne se font pas élire en essayant de, comment dirais-je, de jouer le jeu de leurs électeurs. Ils essayent de se faire, comment dirais-je, investir par les puissances d'argent et les réseaux, pour après aller devant leurs électeurs et avec l'aide des médias pouvoir bien les rouler dans la farine. Tu vois ce que je veux dire, on voit bien que ça fonctionne comme ça. C'est une sociologie que Bourdieu n'a pas faite, mais que n'importe quel type qui connaît un peu ce milieu-là et qui fonctionne un peu dans ce milieu-là, et je fonctionne un peu dans ce milieu-là, voit que ça marche comme ça. Hein, Et l'avenir de tout ça, c'est quoi? Puisque on aurait tendance à penser qu'on va plus vers une séduction de l'opinion et que tout laisse à penser que par exemple c'est Sarkozy qui va être élu en 2007. Est-ce que toi, pourquoi? Parce qu'il a rassemblé autour de lui tous les réseaux, les puissances d'argent, les puissances communautaires, les médias, et tout ça est lié. Et qu'effectivement, il a asphyxié, on va dire, progressivement Chirac, qui avant était l'homme qui avait les réseaux, tu vois, qui avait empêché Barre ou Balladur de monter. Et en fait, il faut bien comprendre que Sarkozy, la quasi-certitude que Sarkozy soit élu, si tout se passe tranquillement, comme tout continue comme aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à faire un travail de concentration de réseaux et qui croise tous les réseaux, c'est tout, quoi, c'est tout. Après, il a compris que les Français voulaient un peu de populisme et il leur en donne, c'est-à-dire qu'il fait du Le Pen light parce qu'il a compris qu'on pouvait plus, que c'était l'homme politique sur le modèle giscardien était arrivé à sa fin. Alors voilà, donc il risque d'être élu parce que esthétiquement il a pigé ce que les Français voulaient entendre sur le plan de la forme, tu vois, de la manière dont il fallait s'exprimer. Et Dosio, il a autour de lui tous les réseaux, c'est-à-dire qu'il a tout promis à toutes les puissances, quoi. Le problème, c'est que quand tu as tout promis à tout le monde, il y a des contradictions. Il va forcément falloir soit que tu trahisses des gens, soit que tu ne fasses rien et que tu te maintiennes un équilibre, et donc que tu continues dans une voie qui est la voie aujourd'hui de la catastrophe. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a un espèce de camion qui roule à 200 à l'heure et qui va droit vers un précipice, et qu'il va falloir soit donner un coup de volant à gauche, soit à droite, mais très brutal, et que comme personne ne veut prendre la décision, on a les moyens de donner le grand coup de volant à gauche ou à droite, on continue à aller tout droit, et on va vers le fossé. En gros, c'est ça l'idée, tu vois. Alors, Sarkozy risque d'être élu, il aura un état de grâce, là je fais encore le prophète, et puis au bout de 2 ans, comme il ne pourra pas prendre de mesures brutales, parce qu'il sait que prendre des mesures brutales, c'est en France aller vers des troubles très très graves et affronter réellement des puissances, que ce soit les syndicats et les puissances d'argent. Et donc il va penser que sur son charisme, il pourra maintenir un état de grâce qui va très très vite s'effriter, comme c'est arrivé à tous les autres avant lui. Et donc à un moment donné, la réalité apparaîtra nue dans toutes ses contradictions devant les Français, et la cartouche Sarkozy aura été tirée. Et derrière Sarkozy, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus personne.
Il n'y a personne, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Bayrou qui va être, ni la gauche, ni la droite. Le Pen va arriver à la retraite, donc il va se libérer un espace populiste qui, paradoxalement, Le Pen, si tu veux, maintenait comment dirais-je, pas dans l'inaction, si tu veux, mais dans la stérilité, puisque Le Pen sait le lien du populisme avec la collaboration et l'extrême droite condamnable, tu vois. Donc tant que Le Pen incarne l'extrême droite, enfin le populisme doit vers l'extrême droite, le populisme est synonyme d'extrême droite et rejeté par les Français puisque lié à la collaboration, au colonialisme, etc. Le vrai danger, c'est l'après-Le Pen. Parce que le jour où Le Pen prend sa retraite, le populisme n'est plus marqué du sceau de l'infamie. Et le populisme peut devenir, si tu veux, ce que Michéa en dit, Jean-Claude Michéa, tu sais, c'est-à-dire l'histoire du populisme qui nous renvoie plus à Jean-Jacques Rousseau qu'au maréchal Pétain, tu vois ce que je veux dire. Et là, on va vers des schémas complètement nouveaux, et on sort, si tu veux, de la schématique politique qui a été mise en place en France par 1945, puis par mai 68. C'est les deux dates clés, si tu veux. Et on va sortir à la fois de 45 et de 68. C'est-à-dire qu'on va redéfinir la politique, et des espaces qui étaient interdits, parce que populisme égale fascisme, par exemple, ce genre d'identités vont sauter avec l'après-Le Pen et avec la réalité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a une colère populaire qu'on refuse d'entendre en lui collant l'étiquette populisme, donc fascisme, tu vois. Il est évident que cette réduction de la colère populaire au populisme et cette réduction du populisme au fascisme est une escroquerie, mais qui permet aux élites de se maintenir et de ne rien répondre à la crise et à la colère populaire. C'est-à-dire qu'il y a une crise réelle et une colère populaire, et les deux sont la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la souffrance du peuple et des contradictions de structure, et les deux sont les deux aspects de la même chose. Et la réponse à ça, forcément, c'est d'aller vers, quelque part, le populisme, tu vois, mais le populisme tel que l'a compris Michéa et Jean-Jacques Rousseau. Et ça, c'est l'avenir de la politique en France, et c'est l'après-Sarkozy. Et là, je fais de la prospective, une fois de plus, je prends quelques risques, et je dis que le populisme, et même le populisme national, a un grand avenir en France, tu vois. Or, aujourd'hui, d'ailleurs, des penseurs comme Attali, qui sont pas bêtes, disent il y a un danger de national-populisme en France. Parce que, dès lors que tu dis la mondialisation pénalise les petites gens, tu vois, et l'antipopulisme aujourd'hui, c'est finalement le mépris du travailleur et même du salarié, et ben les animateurs malins disent attention, donc c'est qu'on est vers un danger national populiste ou national populaire, et ils te mettent, une fois de plus, Hitler, tu vois ce que je veux dire. Or, ce piège qui est facile à attendre, je pense que c'est le truc qui fait en ce moment que personne n'ose bouger, parce qu'on a très peur d'être traité de national-populiste. Moi j'ai le courage de dire, effectivement, l'avenir en France est objectivement au national-populisme. Mais ce national-populisme de forme nouvelle aura beaucoup plus à voir avec ce que Michéa a écrit de l'histoire du populisme américain, et donc de la démocratie américaine, ou avec ce que dit Jean-Jacques Rousseau d'une démocratie réelle par rapport à l'histoire de la démocratie libérale qui renvoie plus à Voltaire. Enfin, tu vois, le débat va pouvoir se renouveler, et on va découvrir que des gens qui se disaient de gauche ne le sont pas, et des gens qu'on pensait de droite ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des espèces de permutations de valeurs, et ça va se passer par la force des choses, parce que c'est parce que le couvercle est mis là-dessus aujourd'hui qu'il y a une crise grave, parce qu'on ne comprend plus rien, et qu'aujourd'hui les animateurs sont à la fois des tricheurs et des menteurs. C'est-à-dire que leur rôle, en gros, c'est de disqualifier les analystes comme moi pour les jeter dans la sphère rouge-brun, parce qu'ils essayent de dire aujourd'hui que le mondialisme et l'anti-peuple, si tu veux, devient vraiment une politique d'extrême droite, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, je me fais traiter de mec de suppôt de l'extrême droite parce que je dénonce la droitisation extrême des tenants de la politique, tant les gestionnaires que les animateurs, tu vois. Et je te dis, après Sarkozy, parce que Sarkozy joue déjà là-dessus, hein, il frise, il joue un peu avec le populisme, mais en termes d'esthétique seulement. Et à un moment donné, il va falloir réellement, la France va être le pays, si tu veux, à mon avis, de la remise à plat brutale. Que la France recèle en elle toutes les contradictions de la social-démocratie néolibérale post-CNR et post-68arde. C'est l'analyse que je fais dans mes livres en termes de communauté, en termes de relations capital-travail, en termes de prérogatives syndicales, en termes de structure patronale. Enfin, tu vois, on a toutes les contradictions en France et aucun moyen d'y remédier par un consensus maintenant. Donc, je pense qu'on va vers des aventures relativement rock'n'roll en France. Tu vois. Parce que dans tout ça, la gauche, parce que moi, par exemple, j'étais un de ceux qui pensaient que le fait qu'il y ait un vote massif pour le non aux européennes
aurait engendré un écroulement de la gauche et un morcellement à son intérieur, quoi. Enfin, genre, ouais, mais PS est pété en deux. Et pété en deux, mais malgré tout, il n'y a pas une remise en question des valeurs. C'est pour ça que je te dis que ça va péter demain, parce qu'il y a même pas, parce que François Hollande ne tire absolument pas ne fait pas de critique. Et ça fait 2 fois que Il parle de traître, c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire que quand on ne veut rien comprendre et qu'on continue, alors qu'on est le parti traditionnellement qui est censé représenter le vote populaire en France, le Parti socialiste, et qu'on méprise et qu'on défie l'électorat populaire à ce point-là, quand on se met à dos les ouvriers, puis les immigrés d'origine maghrébine, puis les couches moyennes, enfin les couches moyennes salariées, et qu'on ne table que sur, en gros, le mouvement gay et le sionisme pour continuer à exister, on cesse d'être un parti de masse, quoi, tu vois. Et quand on refuse de faire cette analyse et qu'on dit il y a des traîtres, des têtes vont tomber, c'est ça le bilan qu'on fait après et qu'on dit ceux qui ont voté non à la Constitution ont voté avec Le Pen. Ou alors on vote avec Le Pen ou contre Chirac, c'est-à-dire qu'on refuse de voir qu'effectivement, il est normal que le Français moyen ait voté contre la Constitution européenne, car l'Europe telle qu'elle est et telle qu'elle continue à être, est objectivement défavorable aux salariés français moyens. Ça fait 30 ans qu'il y a plus d'Europe et ça fait 30 ans qu'il y a plus de chômage. Donc je veux dire, l'analyse elle est simple à faire. Hein. Plus il y a de chômage, plus il y a d'Europe, plus il y a de chômage de masse, plus il y a de désindustrialisation, et plus il y a de souffrance d'abord des prolétaires, et ça monte dans les couches moyennes. Les gens, si tu veux, ont un instinct qui est très clair, ils ont bien vu que ça allait de plus en plus mal pour eux, et que ceux qui votent oui à l'Europe ont parfaitement raison de voter, cette Europe leur convient, mais ce sont que des élites. Hein. Ce sont que des élites, et ben voilà, c'est tout. Donc si aujourd'hui le Parti Socialiste représente des élites mondialisées, c'est leur problème. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils cessent d'être le Parti Socialiste, il faut qu'ils s'appellent autrement. Et là, ils sont face à une contradiction violente, c'est qu'ils ne peuvent pas uniquement nier par des anathèmes, tu vois ce que je veux dire. Et on voit bien que même Mélenchon, malgré son alcoolisme, etc., a dit j'en ai marre, ça fait 20 ans que je fais voter les gens, ça fait 20 ans que je mens, et ça fait 20 ans que je suis le suppôt du libéralisme, maintenant c'est fini. Tu vois, le mec, il a eu une embellie pendant la campagne, et c'est de la psychanalyse. On voit bien que il a cessé un peu de picoler, et qu'enfin il redevenait un homme de gauche pendant la campagne, en appelant à voter non. Tu vois, et tu sens que tu vois très bien les couleuvres que ce mec-là a avalées, et pourquoi il était aussi agressif dans les médias depuis des années, parce que le mec savait pour qui il travaillait, qu'il travaillait contre ses rêves de jeunesse, contre son électorat. Ça c'est une évidence, tu vois. Et par exemple, toi qui es plutôt de gauche, hein, enfin même orientation marxiste. C'est ce que je crois en l'avenir. Je crois. Enfin, si la gauche c'est que le mieux est vers l'avenir et que la droite c'est que le mieux c'est la tradition, je suis profondément de gauche, tu vois. Et par exemple, comment t'as trouvé le discours et la position de la LCR et du Parti communiste? Enfin, par rapport aux élections européennes, tu penses que... Le problème, c'est qu'ils se sont refait une jeunesse sur la lutte des classes. Mais le problème, c'est que la lutte des classes leur est revenue dans la gueule malgré eux. Ça fait 20 ans qu'ils disent que c'est plus le socle de leur lutte, la lutte des classes, qui sont sur eux-mêmes le communautarisme, le combat des femmes, etc. C'est-à-dire que, quelque part, c'est le peuple de France qui vole au secours du Parti communiste et de la LCR, c'est pas l'inverse. Hein. C'est Marie-Georges Buffet qui découvre effectivement que la lutte des classes est toujours vivante malgré tout ce qu'elle a dit, tu vois. Et que des mecs comme moi ont quitté le PCF parce que le PCF n'était même plus sur des positions de classe, tu vois. Or, si les luttes de classe ont évolué, se sont complexifiées avec la complexification du capital et des rapports du capital et du travail, on n'est absolument pas sorti de la lutte des classes. La lutte des classes n'a jamais été aussi brutale et violente qu'aujourd'hui. Or, est-ce que le PCF donne les clés aux salariés pour qu'ils comprennent le renouvellement de la lutte des classes? La réponse est non. Est-ce que la LCR donne les réponses? La réponse est absolument non. Ils sont soit dans le rejet violent de la lutte des classes, soit dans une lecture rétro. Là, je parle de Hello, tu vois, de la lutte des classes, en parlant des travailleurs et des patrons. C'est grotesque, tu vois. Je veux dire. C'est un peu le même discours de Besançon, de toute façon. Oui. C'est du rétro, tu vois. C'est des antiquaires. Alors, évidemment, ils étaient plutôt mieux que les autres parce qu'ils ont au moins osé dire qu'il y avait d'abord ils ont appelé à voter non à la Constitution, ce qui est déjà pas mal, et en disant que c'était quand même que quelque part il y avait quand même de la souffrance des pauvres, tu vois, et des salariés, ce qui était quand même pas mal, mais je veux dire que leur analyse va pas tellement plus loin, parce que derrière ils sont toujours sur leur vieille catégorie combat des femmes, antifascisme. Enfin, tu vois, dès que les mecs te parlent d'antifascisme, c'est fini, quoi, tu vois, pour moi. C'est plus une catégorie opératoire, c'est plus un concept valable, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être fasciste. C'est-à-dire que j'en ai marre des gens qui ont toujours une lutte antifasciste de retard. Il faut redéfinir le fascisme. Parce que c'est ça être marxiste, c'est ça être de gauche. C'est montrer que les catégories évoluent dans l'histoire, et que c'est l'histoire qui produit les catégories et qu'il n'y a pas d'ontologie. Et donc, je suis absolument antifasciste. Qu'est-ce que le fascisme aujourd'hui?
Ouais, parce que, enfin, je suis absolument de gauche. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? C'est tout. Et à un moment donné, il faut avoir le courage de dire que finalement les vrais électeurs de gauche aujourd'hui, ceux qui sont profondément antifascistes, ont tendance à voter Le Pen. Et c'est pas pour rien qu'ils ont déserté le vote communiste pour aller voter Le Pen. Et c'est pas pour rien qu'ils ont déserté le vote communiste pour aller voter Le Pen. Et c'est pas pour rien qu'ils ont déserté le vote communiste pour aller voter Le Pen.